Vendredi 2 juillet, il est 13 h sur RTI 1, le moment de vous informer. Voici les titres de ce journal. Hier jeudi, Alassane Ouattara a présidé une réunion du Conseil national de sécurité face à la situation sécuritaire généralement calme sur l'ensemble du territoire national. Le président de la République a fermement condamné les attaques contre les positions des forces de défense et de sécurité dans le nord du pays. Le chef de l'État a appelé à poursuivre les efforts dans la lutte contre le terrorisme. Agenda chargé pour le président Ouattara qui a pris part dans la soirée de jeudi à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis Richard Bell à la célébration du 245e anniversaire de la fête nationale des États-Unis d'Amérique. Un moment propice au renforcement et à la diversification des relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Et puis en Tunisie, les temps vont être durs. La gravité de la situation sanitaire percute la saison touristique. Le Grand Tunis est confiné jusqu'au 14 juillet. Un couvre-feu a été instauré sur tout le territoire avec en prime la suspension des événements culturels et la fermeture des lieux de culte. Bonjour à tous. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé jeudi une réunion du Conseil national de sécurité. La situation sécuritaire générale, l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans notre pays et le déroulement de la campagne de vaccination contre cette maladie, ainsi que la lutte contre l'orpaillage illégal sont des sujets qui ont été évoqués. Le chef de l'État a aussi saisi l'occasion pour condamner les attaques contre les positions des forces de défense et de sécurité dans le nord du pays. Pour revenir à la situation sanitaire, l'état d'urgence a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2021. La cérémonie a été l'occasion d'exalter les relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis et de souhaiter leur renforcement et leur diversification. Je vous disais en titre de ce journal, Alassane Ouattara a participé hier jeudi à la célébration du 245e anniversaire de la fête nationale des États-Unis d'Amérique à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Richard Bell. Notre reporter Moussa Konaté revient sur le temps fort de la célébration avec le commentaire d'Alexis Ouedraogo. 245e anniversaire d'indépendance des États-Unis. Pour commémorer l'événement, l'ambassadeur Richard Bell a offert un cocktail à sa résidence à Cocody. Une cérémonie à laquelle a pris part le chef de l'État Alassane Ouattara, avec à ses côtés son épouse, la première dame Dominique Ouattara. Le chef du gouvernement Patrick Hachi, plusieurs membres du gouvernement ainsi que des présidents d'institutions ont accompagné le président de la République. Une délégation ivoirienne venue témoigner de la vitalité des relations diplomatiques entre les deux pays. Quel honneur inespéré que de pouvoir célébrer en si auguste compagnie les relations d'amitié qui lient les États-Unis et la Côte d'Ivoire depuis 60 ans déjà. Et pour cause, la Côte d'Ivoire est un pays d'importance stratégique, moteur économique de la sous-région, moyeu de liaison de transport, pôle de stabilité dans une partie du monde qui en a besoin, leader continental respecté. Le diplomate américain a souligné les appuis de son pays à la Côte d'Ivoire, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé et du transport. L'Amérique croit en la Côte d'Ivoire. Depuis 17 ans, les États-Unis financent le gros de la lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire à travers le programme PEPFAR, à hauteur d'environ 100 millions de dollars par an, donc au total 1,7 milliard de dollars depuis 2004. Depuis 2019, la coopération bilatérale a fait un grand bond avec le programme du Millennium Challenge Corporation, MCC. Ce programme comprend 2 volets, sélectionnés avec soin pour leur impact stratégique. Primo, l'éducation, avec notamment la construction de jusqu'à 84 collèges de proximité, situés de manière à encourager les jeunes filles à poursuivre leur éducation. Secondo, le transport routier, avec l'amélioration de 32 km de route, reliant le port d'Abidjan aux sorties de la ville, et un programme de formation d'experts pour maintenir tout le réseau routier qui comprend plus de 85 000 km de route. L'ambassadeur Richard Bell a également salué les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire pour la paix et la stabilité dans le pays ces dernières années. La lutte contre la maladie à coronavirus se poursuit dans notre pays. On fait le point de la situation.
Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier jeudi 1er juillet 73 nouveaux cas de Covid-19 sur 2258 échantillons prélevés, soit 3,2% de cas positifs, 28 guéris et 2 décès. Depuis hier donc, la Côte d'Ivoire compte 48 378 cas confirmés, dont 47 862 personnes guéries, 315 décès et 201 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 711 845. Le 30 juin, 10 926 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 768 039 doses administrées. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner. En Tunisie, face à la recrudescence des cas de Covid-19 et l'augmentation des décès, les autorités continuent d'essayer de stopper la vague. Après de nouveaux reconfinements dans plusieurs régions, le Grand Tunis a été bouclé jeudi avec un couvre-feu à 20h sur tout le territoire, la suspension des événements culturels, manifestations et la fermeture des lieux de culte. Fin jeudi à Diamniadio, dans le département de Rufisque au Sénégal, de la mission d'échange et de partage d'expériences entre le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de Côte d'Ivoire et celui de l'Éducation nationale du Sénégal. 8 thèmes majeurs ont été abordés, entre autres la politique générale de l'éducation au Sénégal, les réformes budgétaires, le cadre organisationnel de l'enseignement privé, le dispositif d'évaluation et de certification. La réunion de synthèse des travaux a enregistré la présence de la ministre Mariatou Koné et de son homologue du Sénégal, Mamadou Talla. Mariatou Koné s'est réjoui des bons résultats de cette mission au Sénégal, avec pour objectif de s'imprégner des meilleures pratiques et apprendre les expériences réussies en matière d'éducation, de formation et d'alphabétisation. Autre chose à présent, face au changement climatique, certaines populations africaines font preuve de résilience, un facteur que l'Institut africain pour le développement économique et social, l'INADES, entend exploiter. Des pratiques de résilience dont les résultats de 19 études ont été rendus publics mercredi dernier à Abidjan. Des études qui portent sur la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs et l'agroforesterie. On en parle avec Didier Nguessan. Irrégularité des saisons, inondations. L'Afrique subit de plein fouet le changement climatique. Les populations s'adaptent. La résilience de certaines communautés fait l'objet d'études de la part de l'Institut africain pour le développement économique et social, INADES. Les résultats sont présentés. Les initiatives sur la gestion des forêts, la gestion des semences, comment faire face aux inondations, les initiatives sur l'éducation à l'environnement, les initiatives sur la question de la transhumance, comment gérer les conflits entre éleveurs et agriculteurs. La majorité des expériences restent des expériences locales et ils sont des initiatives assez intéressantes et qui montrent que les populations à différents niveaux s'organisent pour être résilientes. S'adapter mais aussi vulgariser les expériences pour les dupliquer dans d'autres communautés. Nous avons choisi des expériences qui peuvent effectivement être reproduites ça et là en Afrique subsaharienne, même en dehors de l'Afrique. Mais cette reproductibilité aussi dépend des similitudes entre le pays où il a été, où la zone où a été développée et la zone où on veut étendre. La première attente est la prise de conscience du public du changement climatique. La deuxième attente concerne la connaissance effectivement des expériences et des initiatives qui sont développées. Les chercheurs de l'Institut insistent sur la capitalisation de ces expériences pour une réponse africaine au changement climatique. Ignace Kosono, le président du Conseil régional du Gontogo, veut accélérer le développement de sa région. À cet effet, 2 documents stratégiques de développement ont été présentés aux conseillers régionaux. C'était au cours de la première session ordinaire pour l'année 2021, une session au cours de laquelle le bilan des actions de l'année 2020 ont été approuvés par les conseillers régionaux. Le reportage d'Eman Niamia. Quitus a été donné au président exécutif du conseil régional du Gontogo par les conseillers régionaux pour sa gestion de l'institution pour l'année 2020. Ce quitus fait suite au bilan administratif et financier positif qu'il a dressé au cours de la 2e session ordinaire du conseil régional. Un bilan dans lequel
il y ressort un excédent de plus d'1,53 milliard de francs CFA. Cossonu Ignace a profité de l'occasion pour présenter 2 documents de développement de la région. Le schéma régional d'aménagement du territoire qu'on appelle STRAT et puis le plan stratégique de développement. On les a confiés, le schéma régional, on l'a confié à un cabinet et puis le plan stratégique de développement, nous l'avons confié à l'Agence nationale pour le développement rural, l'ANADER. L'intérêt de ces documents, pour me résumer, ça empêche de naviguer à vue. À ce conseil, le budget modificatif numéro 1 de l'exercice 2021 de la région du Gontougo a été adopté par les conseillers régionaux. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 3,375 milliards de francs CFA au cours de cette session. Le président du conseil régional a félicité le sénateur Touré Souleymane, membre du conseil régional nommé récemment ministre-gouverneur du district du Zanza. À mon rang, c'est la population du Gontougo et du Bonkani que le chef de l'État a honoré. Et il attend beaucoup de nous. En me nommant, il a placé beaucoup d'espoir. Mais je ne pourrais pas réussir sans leur soutien. Cette session s'est achevée par la visite du chantier de construction de l'université de Bondoukou qui avance à un rythme encourageant selon les conseillers régionaux. Retour dans le district d'Abidjan avec les marailleuses du débarcadère de Lokodjo qui viennent d'être formées aux bonnes pratiques d'hygiène et aux normes d'accès des marchés. Faute de pirogues, elles s'inquiètent aussi des problèmes d'approvisionnement en poissons. En réponse, le gouvernement leur a offert de quoi améliorer la compétitivité du débarcadère. On en parle avec l'enseigne Bakayoko. Le non-approvisionnement du point de débarquement par les pêcheurs, la situation difficile des marailleuses et transformatrices du débarcadère de Lokodjoro, le financement des activités des marailleuses sont les problèmes soulevés par les acteurs. On voulait que l'État prenne son engagement pour faire converger les pirogues ici, pour que nous puissions avoir du poisson à mettre en marché. Que l'État nous octroie les 90 millions qu'il nous avait promis il y a 3 ans de cela aujourd'hui, pour que nous puissions avoir quand même quelque chose dans notre main pour pouvoir chauffer notre commerce. Parce que les pirogues même refusent de venir ici parce qu'ils disent que les femmes n'ont pas l'argent. Quand ils viennent avec leurs productions, il n'y a pas l'argent pour acheter. Des problèmes que le gouvernement consent à régler dans les meilleurs délais. Elles ont effectivement besoin d'avoir une capacité financière renforcée, puisque le tonnage qui est débarqué ici peut, disons, dépasser leur capacité financière. Dans sa volonté d'améliorer les performances des marailleuses, une session de formation est initiée. Cette formation porte sur les meilleures pratiques en matière d'hygiène et sur les normes d'accès au marché. En tant qu'acteur de la pêche artisanale, vous disposez désormais d'outils de bonnes pratiques d'hygiène, de production et de transformation. Vous venez de recevoir en effet de solides références sur le plan de la maîtrise sanitaire applicable au débarcadère de Lokodjo qui doit être toujours amélioré. Le débarcadère de Lokodjoro a une capacité de 20 000 tonnes supplémentaires de poissons pour le marché abidjanais. 5 000 personnes travaillent sur le quai, dont 2 400 marins-pêcheurs et 1 600 marailleuses. Un mot de solidarité à présent à Oumé. Des veuves et des orphelins ont été honorés. Plusieurs lots de vivres et de non-vivres leur ont été offerts par une ONG. La cérémonie de remise de ces dons a eu lieu samedi dernier en présence des autorités locales. Le compte-rendu de Charles Tatou. L'ONG Côte d'Ivoire Solidarité poursuit ses œuvres sociales envers les plus démunis, notamment les veuves et orphelins. Dans le cadre de cette action de solidarité, elle vient de séjourner dans la ville d'Oumé. Nous appuyons sur les autorités locales, les élus, les chefs religieux et également les présidents de jeunesse et surtout la mairie. Et connaissant donc le terrain, ils vont vers les personnes indiquées qui ont déjà en leur sein des orphelins, des veuves, qui ont généralement des cellules sociales dans leurs différentes couches sociales. Et ils choisissent des personnes qui sont réellement dans les difficultés. Ils nous envoient la liste et que nous examinons avant de valider. Autorités locales et bénéficiaires témoignent leur reconnaissance à l'ONG donatrice. C'est pour que je peux dire. Je remercie mes enfants seulement. On va continuer comme ça toujours, chaque année. Ils n'ont qu'à venir pour nous. L'ONG Côte d'Ivoire Solidarité existe il y a de cela 10 ans.
et Oumé marque la 14e édition de ces cérémonies de distribution de dons aux veuves et orphelins de Côte d'Ivoire. Lambert Boti Bizando, le nouveau chef du village de Gonaté, désigné par consensus le 24 décembre 2019, un mois plus tard, il recevait l'onction populaire. Le nouveau chef, qui vient d'être investi par les autorités administratives et les cadres de la région, s'engage à contribuer à la cohésion sociale. Le commentaire de Noël Niagno. Gonaté, nous sommes à une dizaine de kilomètres de Daloa, son chef-lieu de département. Ambiance singulière et les images traduisent éloquemment la nature de l'événement. Élus, cadres, populations dans leur diversité sont là. Les têtes couronnées de la région ne sont pas en reste. Ces derniers cités sont venus soutenir un nouvel arrivé dans le cercle de la chefferie de la sous-préfecture. Le chef Botibizando Lambert, désigné par consensus le 24 décembre 2019, confirmé à l'issue de la consultation populaire du 24 janvier 2020. Après avoir remercié les populations pour la confiance placée en lui, Botibizan Lambert prend un engagement pour une gestion harmonieuse des affaires du village. Loin de moi toute idée d'orgueil et de domination. Je me mets désormais à votre entière disposition et je m'engage maintenant devant vous tous à œuvrer pour la paix, la fraternité, le dialogue, le développement de notre cité en devenir. Le sous-préfet de Gonaté, au nom du préfet, salue cet engagement avant de lui souligner sa disponibilité à l'accompagner dans sa mission. Après quoi, il fait une mise au point à l'attention de tous. Je veux dire ici aujourd'hui solennellement qu'il n'est pas question de démettre le chef de village. Je veux rappeler ici que les fonctions de chef de village sont des fonctions à vie. Notons que cette investiture est parrainée par le député Trazier Bi Nguessan, qu'entouraient pour la circonstance des figures emblématiques du village de Gonaté, la ministre Léopoldine Kofi Tiezan et le sénateur Seribi Nguessan. Un mot de sport à présent, l'athlète ivoirienne Marie-Josée Talou, 4e du 100 mètres aux Jeux de Rio 2016, s'est rassurée jeudi soir avant les JO de Tokyo. La double vice-championne du monde a dévancé ses concurrentes en courant la distance en 10 secondes, 91 au centième devant la Britannique Daryl Neta, 11 secondes. Médaille de bronze aux 4 x 100 mètres au Rio 2016. Marie-Josée Talou remporte ainsi sa première victoire en Diamond League cette saison. Le 10 juin dernier, le président français annonçait une transformation profonde de la présence militaire française au Sahel. Emmanuel Macron a aussi annoncé la mise en place d'une alliance internationale anti-djihadiste dans la région. Un retrait de Barkhane qui inquiète la sous-région ouest-africaine et les populations de s'interroger sur les capacités de leurs États à faire reculer le terrorisme. Une question sur laquelle s'est penché Alexis Ouedraogo du service politique de RTI 1. On regarde son dossier. Le 25 juin, 2 attaques ont lieu au Mali. L'une contre un poste militaire dans le centre qui fait 6 morts et un blessé parmi les forces maliennes. L'autre contre une position temporaire de l'ONU au nord qui fait 15 blessés. Le 21 juin, c'est la force militaire Barkhane qui est frappée lors d'un attentat. Une attaque alors que l'opération met fin à sa mission dans la région. Nous amorcerons une transformation profonde de notre présence militaire au Sahel, dont les modalités et le calendrier seront précisés dans les semaines à venir. L'opération déployait 5100 soldats pour soutenir les armées des États du Sahel contre les djihadistes. À Bamako, l'information est diversement appréciée. Le départ des Français est une bonne chose. De toute façon, on ne voyait rien depuis qu'ils sont là. J'ai appris avec un peu de regret le retrait des troupes françaises au Mali. Bon, quand même, je suis un peu surpris. Je demande à tout un chacun, avec un peu de retenue, de laisser ces forces étrangères coopérer avec les armées maliennes, coopérer avec nos forces armées pour pouvoir achever ce travail-là. Et si à Bamako, l'annonce inquiète certains, c'est que depuis 8 ans, Barkhane a su empêcher un enquistement massif des djihadistes dans la zone sahélienne.
Des inquiétudes que l'on retrouve au Burkina, qui connaît des attaques importantes. Au moins 132 morts la nuit du 4 au 5 juin dernier près des frontières avec le Mali et le Niger. On est vraiment découragé de la situation. Voilà, vraiment, on a peur maintenant. On a peur. Ça nous fait mal, on ne suis pas content. Il faut que les autorités là-même, eux-mêmes, ils vont voir comment ils peuvent aider la population, surtout dans les villages au nord. Là-bas, les gens souffrent beaucoup. Les attaques terroristes au Burkina ont fait depuis 2015 plus de 1400 morts et près d'1 million de déplacés. Au Niger aussi, les attaques contre les civils se sont multipliées depuis le début de l'année. Avec le départ de la force Barkhane considérée comme force tampon, les responsables des médias jouent la prudence. Il y a certaines questions qui concernent, par exemple, la région de Difa. C'est d'ici, de Niamey, qu'on les traite, de peur d'exposer donc les confrères qui sont là-bas sur place. Il y a beaucoup de radios qui sont fermées du fait de l'insécurité. Moi, je n'ai pas été l'objet, mais il y a d'autres qui ont été l'objet des menaces, là où on les dit, voilà, on écoute tes audios, où on te dit, fais attention à ce que tu nous dis. Il y a eu des hommes politiques, des journalistes et des prêcheurs qui ont réussi ce type de menaces. Comment dirais-je, suite à leurs propos qui défendent par exemple la ligne du gouvernement ou la ligne de la communauté internationale contre le terrorisme. Ici en Côte d'Ivoire, le départ de Barkhane est apprécié diversement. Le 10 juin 2020, 14 soldats avaient été tués dans l'attaque d'un poste avancé à Kafolo. Et les récentes attaques contre les forces de défense et de sécurité préoccupent. Quand on dit on a tué gendarmes, et puis c'est eux qui nous gardent. La population a peur. C'est un phénomène qui ne concerne pas seulement la Côte d'Ivoire, il concerne à peu près toute l'Afrique de l'Ouest. Donc déjà, l'État de Côte d'Ivoire doit collaborer avec les pays voisins. Voilà, collaborer avec les pays voisins au niveau du renseignement, des informations. Et puis aussi mettre en place des mécanismes pour relever un peu le niveau de vie, surtout dans la région septentrionale. Voilà, pour ne pas que les jeunes Ivoiriens puissent éventuellement être tentés par ce phénomène-là. Et justement, les pays de la sous-région s'organisent. Le ministre d'État, ministre de la Défense, est engagé au renforcement de la coopération avec les États voisins. Nous pensons que la lutte contre le terrorisme ne peut être menée par un seul État. Il faut donc mutualiser les efforts, se tenir informés, essayer de mettre ensemble nos moyens pour lutter efficacement contre ce fléau. La sous-région entend prendre son destin en main dans la lutte contre le terrorisme, même si elle peut toujours compter sur ses partenaires. Après avoir annoncé la fin de sa mission Barkhane au Sahel, la France a porté un plaidoyer pour rehausser les effectifs de la MINUSMA. Ce mardi, le Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé la dite mission. La MINUSMA sera reconduite avec ses effectifs actuels, soit un maximum de 13 289 militaires et 1920 policiers. Lutte contre le terrorisme, les enjeux après le départ de Barkhane, un dossier d'Alexis Ouedraogo à retrouver sur RTI 1. Je vous le disais en ouverture de cette édition, le président de la République Alassane Ouattara a présidé hier jeudi une réunion du Conseil national de sécurité, la situation sécuritaire générale, l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans notre pays et le déroulement de la campagne de vaccination contre cette maladie ainsi que la lutte contre l'orpaillage illégal sont les sujets qui ont été évoqués. On écoute le ministre secrétaire du Conseil national de sécurité, Fidel Sarasoro. Communiqué du Conseil national de sécurité. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 1er juillet 2021 au Palais de la Présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité. L'ordre du jour a porté sur 3 points. La situation sécuritaire générale, la lutte contre l'orpaillage illégal et l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire générale, à la suite de l'analyse faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité a noté avec satisfaction que depuis sa dernière réunion du 27 mai 2021,
la situation sécuritaire est généralement calme sur l'ensemble du territoire. Cependant, cette situation a été marquée par 2 événements majeurs que sont l'attaque de la localité de Tougbo, située dans le département de Bouna et frontalière du Burkina Faso, par des individus armés non identifiés le 7 juin 2021, qui a causé la mort d'un militaire ivoirien, et l'explosion d'un engin explosif improvisé sur l'axe Téini-Togolokai, au passage d'une patrouille de reconnaissance des forces armées de Côte d'Ivoire le 12 juin 2021, qui a fait 3 morts, dont 1 gendarme et 2 militaires, ainsi que 6 blessés. Le président de la République a fermement condamné ces différentes attaques et encouragé les forces de défense et de sécurité à redoubler de vigilance et à poursuivre de façon résolue leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État a par ailleurs présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaité un propre rétablissement à tous les blessés. Le chef d'état-major général des armées a également informé le Conseil national de sécurité des actions en cours visant à renforcer les capacités et l'efficacité de la zone opérationnelle Nord créée pour lutter contre le terrorisme le long de la frontière avec le Burkina Faso et le Mali. Ces actions portent notamment sur l'augmentation des effectifs, la mise à disposition d'équipements et de matériel adaptés à la lutte contre le terrorisme et la mise en place d'un système renforcé de renseignement. Aussi, le président de la République a-t-il instruit le ministre d'État, ministre de la Défense, à l'effet de finaliser dans les meilleurs délais toutes ces actions jugées pertinentes. Au titre de la lutte contre l'orpaillage illégal, à la suite d'un exposé du ministre secrétaire du Conseil national de sécurité sur les effets dévastateurs de l'orpaillage illégal, le Conseil national de sécurité, qui soutient les actions de formalisation et d'encadrement des exploitations minières artisanales à petite échelle menées par le ministère en charge des mines, a décidé d'intensifier la répression des infractions au code minier. À cet égard, le Conseil national de sécurité a autorisé la création d'un groupement spécial de répression de l'orpaillage illégal fort de 560 éléments, dont 460 gendarmes et 100 agents des eaux et forêts spécialement équipés pour intervenir sur l'ensemble du territoire. Au titre de l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a fait un point de situation sur l'évolution de la pandémie à Covid-19 dans notre pays. Ainsi, à la date du mercredi 30 juin 2021, la Côte d'Ivoire dénombrait 48 305 cas confirmés de Covid-19, dont 47 834 guéris, 313 décès et 158 cas actifs. Le taux de positivité, qui se situe en dessous de 3%, demeure l'un des plus faibles en Afrique. En outre, le nombre moyen de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés dans le pays est en baisse constante depuis le mois d'avril, reflétant une bonne maîtrise de l'épidémie. En effet, le nombre moyen de cas par jour est passé de 72 en avril à 40 en mai et 33 en juin 2021.
De même, le nombre de décès connaît une baisse avec 42 décès enregistrés en avril, 19 en mai et 8 en juin 2021. Le Conseil national de sécurité, tout en exprimant sa satisfaction quant à ces résultats très encourageants, appelle les populations à la vigilance et les exhorte à respecter les mesures barrières. Le ministre en charge de la Santé a également informé le Conseil national de sécurité que depuis le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19, 757 123 doses de vaccins ont été administrées à la date du 29 juin 2021, avec 76 603 personnes ayant reçu les 2 doses. Le ministre en charge de la Santé a par ailleurs porté à la connaissance du Conseil national de sécurité que la Côte d'Ivoire a reçu, le 16 juin 2021, 100 620 doses de vaccin Pfizer dans le cadre de l'initiative COVAX, le 26 juin 2021, un don de la Chine de 100 000 doses de vaccin Sinopharm et, le 28 juin 2021, 100 000 doses de vaccin AstraZeneca de la part du Mali. Enfin, la Côte d'Ivoire a passé, le 9 juin 2021, une commande pour 1 million de doses de vaccin AstraZeneca qui sera livrée en juillet 2021. Le Conseil national de sécurité s'est félicité de ces développements positifs dans la lutte contre la COVID-19. Toutefois, au regard de la saison des pluies dans notre pays et de la période des vacances qui verront un nombre important de mouvements de personnes, dans un contexte mondial caractérisé par l'apparition de plusieurs variants à la COVID-19, le Conseil national de sécurité a décidé de prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 septembre 2021. Le président de la République a, pour sa part, réitéré ses félicitations à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la COVID-19. Enfin, le chef de l'État a exhorté de nouveau les populations vivant en Côte d'Ivoire à se faire vacciner et tester, tout en continuant à respecter scrupuleusement les mesures barrières. Fait à Abidjan le jeudi 1er juillet 2021. Et voilà, c'était pour vous le communiqué final de la réunion du Conseil national de sécurité, un communiqué lu par le ministre Fidel Sarasoro. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'info revient ce soir à 20h avec Marie Longoran qui sera chez vous. Et quant à moi, je vous retrouve demain, samedi à 6h30.